Lors de fouilles à Taposirimania, une ancienne ville du nord de l'Égypte, l'archéologue Kathleen Martinez et son équipe ont découvert un vaste complexe de tunnels qui s'étendait sur plus de 1200 mètres. Ils ont en fait trouvé un grand centre religieux avec 3 sanctuaires et plus de 1500 artefacts, dont des bustes, des statues et des pièces d'or. La découverte la plus intrigante, cependant, était un complexe de tunnels menant à des structures submergées. Les nombreux tremblements de terre qui ont touché la région au cours des siècles pourraient avoir causé l'affaissement. Mais l'archéologue pense avoir enfin découvert le tombeau perdu de Cléopâtre. Si c'est vrai, cette découverte serait la plus importante du XXIe siècle. Cléopâtre, la dernière reine égyptienne antique à pouvoir royal, a régné de 51 avant JC à 30 après JC et reste une figure énigmatique. D'après ce que l'on sait, c'était une femme extraordinaire, riche et puissante comme aucune autre. Cléopâtre est montée sur le trône à l'âge de 18 ans et parlait 9 langues. Il a étudié la politique, l'économie et les mathématiques. Bref, c'était une politicienne intelligente et hors pair, l'une des premières femmes influentes de l'histoire, sinon la première. Et, bien sûr, quand on parle de Cléopâtre, il est inévitable de mentionner sa beauté. Cependant, il y a un problème, la plupart des informations sur la reine proviennent des Romains, qui la considéraient comme une rivale. Imaginez que votre collègue jaloux ou votre voisin désagréable vous caractérise. Serait-ce vrai? La même chose s'est produite avec Cléopâtre. Cependant, les Romains n'ont jamais trouvé le tombeau de la reine elle-même. Selon la légende, Cléopâtre a essayé de tromper tout le monde en cachant sa dernière demeure afin qu'elle ne soit jamais découverte. Et étant donné que la tombe n'a pas encore été trouvée, elle aurait peut-être réussi. Cependant, cela pourrait bientôt changer avec la découverte de Taposirimania. Si les tunnels mènent à une tombe, celle-ci pourrait appartenir à Cléopâtre et à son mari, Marc-Antoine. Selon Plutarque, quand Octave Auguste envahit l'Égypte avec ses armées romaines et captura Alexandrie, Marc-Antoine se suicida en tombant sur son épée et mourut dans les bras de Cléopâtre, qui fut plus tard enterré à côté de lui dans le mausolée. 2 semaines plus tard, la reine Cléopâtre subit le même sort pour lui rendre hommage et se fait mordre par un serpent venimeux. Une histoire d'amour tragique et tout ça. Jusqu'à présent, aucune autre tombe d'un souverain de la dynastie ptolémaïque, c'est-à-dire ceux qui ont gouverné l'Égypte après Alexandre le Grand, n'a été retrouvée. On dit que toutes les tombes se trouvent dans le quartier palatial d'Alexandrie et semblent être submergées, tout comme le reste de la région. La mer les a tout simplement engloutis. Si le site funéraire de Cléopâtre et Antoine est découvert, les archéologues seront occupés pendant des décennies, à tout le moins. Nous obtiendrons plus d'informations sur son apparition et sa mort, et au mieux, nous pourrons en apprendre beaucoup plus sur sa vie et, en principe, sur les coutumes égyptiennes de cette époque. Les informations les plus récentes sur la supposée tombe de Cléopâtre ont été rendues publiques en novembre 2022. Donc on ne sait toujours pas ce que les scientifiques ont trouvé et nous ne savons rien non plus sur Cléopâtre, nous n'avons aucune idée de ce à quoi il ressemblait exactement. Bien sûr, la reine est constamment représentée comme une belle séductrice, comme la femme pour qui les hommes seraient prêts à sacrifier leur vie. Cependant, des preuves archéologiques suggèrent que cette image n'est peut-être pas tout à fait exacte. La dernière source existante est une petite pièce en argent vieille d'environ 2000 ans représentant une reine égyptienne avec un petit front, un nez pointu, des lèvres étroites et un menton peu attrayant. Oui, en 2000 ans, les normes de beauté ont beaucoup changé, mais même selon les normes anciennes, Cléopâtre n'était pas considérée comme belle. L'image acceptée que nous avons de Cléopâtre est celle d'une belle souveraine adorée par les politiciens et les généraux romains. Cependant, il semble que la représentation de Cléopâtre comme une belle séductrice soit en grande partie une invention ultérieure. Les écrivains romains nous disent que Cléopâtre était intelligente et charismatique, et qu'elle avait une voix séduisante, mais ils ne mentionnent rien sur sa beauté. Les historiens n'ont pas de portrait royal pour spéculer sur son apparence. Les plus proches sont les pièces de monnaie et les reliefs égyptiens, qui ne sont probablement pas exacts et créés pour plaire à leur sujet, et les bustes en marbre, qui ne sont pas une source très fiable, pour le dire crûment.
Les érudits modernes doutent à juste titre que Cléopâtre puisse gouverner son pays et établir des alliances basées uniquement sur sa beauté. La reine était remarquablement intelligente et cultivée, ainsi que douée dans l'art de la manipulation. Les historiens ne pouvaient pas accepter qu'une femme soit plus rusée que ses contemporains masculins, il attribuait donc son succès à sa beauté. Cependant, Cléopâtre a pris soin de son apparence. L'un des soins qu'on lui attribue est le bain au lait d'ânesse, on dit que cela adoucit et blanchit la peau, et fait disparaître les rides. Cela semble assez louche, mais bon, les anciens Égyptiens n'étaient pas des experts en cosmétiques. De plus, les scientifiques pensent avoir recréé le parfum utilisé par Cléopâtre. Cela a été rendu possible grâce à une ingénieuse technique de fluorescence X. Grâce à cette technique, les scientifiques ont pu analyser les molécules présentes dans les flacons de parfum utilisés par la reine. Après de nombreuses expériences, ils ont réussi à obtenir un parfum agréable avec des notes de myrrhe et de cannelle, entre autres ingrédients apparentés. Bien qu'il ne soit pas fidèle à 100% au parfum originel de Cléopâtre, il s'en rapproche assez. Il convient de mentionner que se baigner dans du lait d'ânesse n'est pas la pratique la plus étrange parmi les dirigeants égyptiens. Le pharaon Pépé II a régné d'environ 2300 à 2206 avenue Jésus-Christ, montant sur le trône à l'âge de 6 ans. Naturellement, Pépé était en grande partie gouverné par sa mère pendant cette période, mais il était encore un enfant régnant sur un vaste royaume. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a créé une certaine tension et il semble que Pépé ait été assez gâté. Peu de temps après être devenu pharaon, un explorateur nommé Haroud a écrit une lettre à Pépé l'informant qu'il avait rencontré un nain dansant. Pharaon a réagi comme n'importe quel enfant et a été ravi. Selon les historiens, il a écrit l'un des documents les plus humains qui ait survécu à ce jour. En 2006, le cadavre d'une femme du XVIe siècle a été découvert parmi les victimes de la peste médiévale à Venise, en Italie. Lors de fouilles, il a été constaté qu'une brique avait été placée dans sa bouche après sa mort. Non, ce n'était pas une moquerie des morts, mais le résultat d'une croyance aux vampires. Au Moyen Âge, les gens croyaient à diverses horreurs qui se produisaient après la mort, principalement parce que le processus de décomposition n'était pas bien compris. Par exemple, lorsque l'estomac humain se décompose, il sécrète un liquide sombre semblable à un nettoyant. Ce liquide semblable à du sang peut s'écouler librement par le nez et la bouche d'un cadavre. Comme les tombes et les fosses communes étaient souvent creusées lors des épidémies de peste pour ajouter de nouveaux cadavres, les fossoyeurs italiens ont été témoins de ces restes en décomposition. Si quelque chose ressemblant à du sang émanait de la bouche d'un cadavre, on croyait sans aucun doute qu'il s'agissait d'un vampire. De plus, le liquide pénétrait parfois dans le linceul près de la bouche du cadavre, provoquant l'enroulement du tissu au niveau de la mâchoire. Cela pourrait provoquer une déchirure du tissu, donnant l'impression que le cadavre mâchait son propre linceul. Certains pensaient que les vampires propageaient la peste de cette manière, mâchant le linceul et infectant ainsi les gens. Ne demandez pas comment ça marche, allez voir une sorcière. Eh bien, pendant que le sorcier se dirigeait là-bas, une brique était généralement placée dans la bouche du vampire. On croyait que cela arrêterait la propagation de la maladie. Et puisque nous parlons de sorcières, regardons comment les choses se passaient en Pologne. La Pologne a une longue histoire de lutte contre les vampires, comme en témoignent diverses sépultures de vampires. Ces types de sépultures sont facilement reconnaissables, car des fossiles sont placés autour du cou ou des pierres sont placées dans la bouche, tout comme en Égypte. L'idée est assez simple, si un vampire essaie de se relever, la faucille lui coupera la tête, et la pierre empêchera le méchant de se nourrir d'honnêtes gens. Apparemment, selon la tradition ancienne, ils ont perdu la capacité d'utiliser leurs mains. Une personne courait le risque de devenir un vampire après sa mort si elle n'avait pas été baptisée, avait subi une mort violente, était décédée pendant une épidémie ou était décédée loin de son lieu de résidence. Je ne sais pas si les qualités vampiriques étaient améliorées si plusieurs facteurs coïncidaient en même temps. Les personnes trouvées dans les sépultures de vampires en Pologne étaient des habitants et avaient apparemment été victimes d'une épidémie de choléra. Je suppose que les gens ne pouvaient pas savoir qui était mort en premier après tout et ont décidé de s'en assurer.